Bonjour Jacques Arnoux. Bonjour. Merci de nous rejoindre à Regard Protestant pour votre livre En vérité, un livre d'entretien, conversation avec Théo Moy. Un ancien prêtre se confie, aux éditions d'Eccles Brouwer. Première question, comment vous est venu l'amour d'être prêtre ? Moi, comme je le raconte à Théo, c'est d'abord pratiquement un héritage familial. Je fais partie de ceux qui peuvent considérer que leur conviction religieuse, je ne dis pas nécessairement leur foi, mais leur conviction religieuse est un héritage de la famille. Voilà, dans la pratique, dans les références familiales, la religion a sa place, instituée, instaurée, ritualisée. Donc oui, ça forme, ça bâtit une existence, ce sont des références, etc. Et chez moi, c'est tout à fait évident. Puis après, à partir de là, peut naître d'autres choses. Alors après, les toutes premières, c'est comme je travaille dans le domaine spatial, les dernières traces d'atmosphère, où se trouvent-elles, ou les premières traces de foi ou de choses qui sont un peu plus personnelles, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Mais c'est vrai qu'avec l'adolescence ou la grande adolescence, pour moi, c'est poser la question de la prêtrise, de la vie consacrée, tout ça étant petit à petit devant être un peu précisé. Parce que c'est comme dans tout, on démarre avec de grandes idées, et puis après, il faut les concrétiser. Et dans mon cas, ça s'est petit à petit concrétisé jusqu'à un moment où je suis entré dans l'ordre des Dominicains. On est au cœur d'un sujet qui concerne tout le monde, c'est la vocation personnelle. Vous voulez bien nous décrire un petit peu ce que vous avez vécu comme prêtre dans l'ordre dominicain ? C'était comment la vie ? Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Moi, j'ai vécu 25 années magnifiques dans l'ordre. Si encore, et ça ne s'est pas vraiment achevé au bout de 25 ans. Je le dis quelquefois, quand je suis souvent présenté, quand on me présente ex-dominicain, oui, juridiquement, je n'appartiens plus à l'ordre des prêcheurs, mais pas seulement sentimentalement, mais profondément, je pense que j'ai encore beaucoup de liens avec, pas avec l'ordre, mais avec les frères, avec les sœurs, parce que j'ai vécu 25 ans avec eux, j'ai partagé beaucoup de choses, j'ai reçu beaucoup de choses d'eux et d'elles dans ce que je suis, dans ma formation intellectuelle, spirituelle, humaine, dans tout ce qui m'a été donné, et j'étais profondément heureux. C'est pour ça, comme je le raconte un peu, c'est que le moment où je me suis retrouvé en train d'engager une forme de double vie, pour moi, était pas dire la vie dominicaine est tellement moche que je change et par dépit ou par dégoût ou par déception. Non, pas du tout. J'étais parfaitement heureux, mais il fallait quand même faire un choix parce que les deux voies ne sont pas compatibles. C'est comment la vie de dominicain ? Une vie communautaire ? Une desserte des paroisses ? Comment avez-vous vécu votre ministère de prêtre ? Alors, ce qui m'a séduit quand j'ai découvert l'ordre, et assez rapidement, parce qu'au fond, j'allais tardivement dans ma démarche, et je me suis engagé très rapidement après, c'était la combinaison de cette vie communautaire, de cette vie liturgique, qui a pas mal de reflets monastiques. Les dominicains ne sont pas des moines, contrairement à ce que j'entends souvent, et même que je lis sous bons auteurs, il y a plus de bons auteurs, mais il y a quand même cette part donc, canoniale de la vie liturgique, et puis en même temps une ouverture au monde, j'allais dire quasiment de principe. L'image de la cellule d'un dominicain, c'est un compartiment de chemin de fer, il n'y a plus de compartiment dans les trains maintenant, mais et le cloître, c'est le monde, c'est vraiment une réalité que j'ai... pas immédiatement en rentrant dans l'ordre, mais petit à petit découverte, et qui me convenait très bien. En ayant toujours ce retour au couvent, en communauté, ou avec le ressourcement, l'aide des frères, et puis aussi le fait de donner à la vie commune. J'ai quand même aussi donné à cette vie commune, et puis en même temps l'ouverture au monde, se frotter au monde, risquer le monde aussi un peu, quelque part, parce que la vie religieuse peut être aussi un refuge, et ce que je ne voulais pas qu'elle soit. Après, on prend des risques, bien sûr. Alors vous vous êtes risqué au monde et risqué à l'amour, c'est tout le sujet de cette conversation avec Théo Moy. En vérité, un ancien prêtre se confie. Rien du type Vanity Fair dans ce livre, mais des mots pour dire
une rencontre, une histoire d'amour avec celle qui allait devenir votre épouse. Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu? La surprise. La surprise parce que ce qu'on me disait parfois, et c'est quand même assez drôle, comme jeune prêtre, je me suis trouvé presque par hasard, c'est des rencontres embarquées dans le milieu de la prostitution à Paris, etc. Et quand on me demande un peu quand on me disait, mais mon père, quel est votre apostolat? Je dis, je fais le trottoir, mais vous ne pensez pas que c'est dangereux? Et je pense qu'on a peut-être beaucoup de gens côtoyer, prostitution essentiellement féminine, côtoyer ces femmes dans ce milieu-là était dangereux pour un jeune prêtre. Après, j'étais peut-être moins jeune, mais et ce qui n'a pas été le cas. Je n'ai pas parti, j'ai pas quitté l'ordre pour une de mes paroissiennes. Et donc, voilà, une rencontre tout à fait imprévue dans un meeting aérien où j'étais venu accompagner un ami astronaute pour parler d'un livre qu'on avait écrit en commun et la rencontre de cette femme, Catherine, qui, je connaissais très peu du milieu aérien aussi. Et puis voilà, à la fois, je me souviens très bien de cet événement-là, j'ai rencontré plein de choses en même temps, plein de nouveaux amis, un monde que je ne connaissais pas, qui m'a aussi beaucoup attiré et qui m'attire toujours beaucoup. Et puis cette personne inattendue, on s'est croisés, et puis voilà, de là, une amitié, et puis plus que ça, et ce qui aujourd'hui nous unit depuis maintenant plus de 20 ans, depuis que nous nous sommes rencontrés. Et là, qu'est-ce qu'il y a à dire? Simplement qu'à un moment donné, c'est vrai ce que je disais, c'est que quand s'installe une double vie qui est incompatible, parce que la vie dominicaine, c'est le vœu de célibat, le vœu de chasteté, voilà. Et puis de l'autre côté, cette vie que l'on construit à deux, où moi, vieux célibataire, un vieux garçon, mais qui demande aussi de l'engagement, et qui est extraordinaire aussi à découvrir. Moi, c'est un émerveillement de découvrir ça, et du bonheur. Là, cette double vie, pour moi, je dis bien pour moi parce que je connais d'autres situations et si j'ai longtemps hésité avant d'écrire cet ouvrage, c'est parce que je ne voulais surtout pas sembler porter un quelconque jugement et je ne veux toujours pas. Parce que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, avec le respect qu'il a de lui-même, de l'autre, des autres. Et à un moment donné, moi je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc le choix que j'ai fait de dire je quitte l'ordre et j'ai reçu un mot il y a quelques jours d'une de mes lectrices, une dame d'un certain âge avec une longue expérience, qui me dit avoir ouvert ce livre et avoir vu que la liberté n'empêche pas la fidélité. Et j'ai trouvé qu'elle avait très bien résumé, et je prends son mot. C'est vrai que c'est pas je fais ce que je veux, c'est que je choisis autant que je peux en vérité. En étant aussi nous sommes des hommes et des femmes libres, jouer c'est là, mais aussi en fidélité par rapport à ce qui nous habite. Et s'il fallait justifier, mais c'est vraiment de cet ordre-là, quand je le cite à plusieurs reprises, ces deux phares de la vie dominicaine sur la recherche de la vérité et le souci de la charité et de l'amour, ces deux phares-là, il y a très longtemps, j'ai toujours, mais voilà, la vérité seule, elle tue. Elle transperce, elle tranche. Donc il faut de l'amour. Mais l'amour seul peut aussi étouffer, tout le monde est beau, je caricature, mais c'est des formes caricaturales. C'est les deux que nous devons réussir à articuler, et c'est jamais gagné d'avance. Donc il y a évidemment des moments où c'est la panique, des moments où on va quand même faire un peu mal, se faire mal à soi-même ou faire mal un peu aux autres. Mais cette lectrice a raison. D'abord, agir en liberté. La liberté... La vérité vous rendra libre et cette liberté n'empêche pas la fidélité à ce qui nous habite. Et c'est là que je reviens, tout ce que l'on reçoit par héritage successif, de ma famille que j'ai évoqué, de l'ordre qui vérité, charité, ça je reçois de l'ordre, mais je ne l'ai pas abandonné. De même que je n'ai pas abandonné mes frères. Mais c'est vraiment la clé de lecture, c'est un livre de théologie en vérité, la référence est directe au Christ qui employait cette expression, en tout cas en français. Votre lectrice et d'autres chroniqueurs ont senti cette paire de lunettes avec lesquelles
vous écrivez ou on lit votre livre Confesser la vérité dans l'amour. Et on trouve ça tout le long. Et lorsque vous avez pris la décision bien d'arrêter d'être frère dominicain, vous expliquez que c'est vous qui avez accompagné pastoralement un peu votre maman, vos frères dominicains. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être une expérience que d'autres que vous peuvent faire expliquer aux autres ce que l'on vit. C'est-à-dire que j'avais vécu, alors vous savez, on est toujours un peu en référence et pas mal d'années auparavant, le départ d'un frère de la communauté dans laquelle j'étais à ce moment-là, déjà à Paris d'ailleurs. De mémoire, il n'était pas encore engagé définitivement, donc il y avait une plus grande facilité, entre guillemets, pour quitter l'ordre. Et il était parti un peu à la sauvette. Et nous en avions souffert. On n'avait rien contre lui, mais et je me suis dit, au fond, moi, j'étais davantage engagé que lui, j'étais professionnel depuis longtemps, j'étais prêtre, j'avais des responsabilités dans le couvent, dans la province, etc. Donc, et j'ai vraiment beaucoup réfléchi avec mes supérieurs en disant comment ménager ce moment-là de manière à ce que minimiser les mécompréhensions, être le plus clair possible, le plus délicat possible, parce que c'est comme ça qu'on construit la suite. C'est pas le moment présent qui est... Enfin, bien sûr que le moment présent a de l'importance, mais quand encore aujourd'hui, alors, l'image elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous savez, c'est comme dans les familles, au fond, les grandes familles se retrouvent à quelle occasion ? Pour les naissances, les mariages et les enterrements. Bon, dans un ordre, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mariage, donc ça peut être éventuellement des ordinations, choses comme ça, mais des enterrements. Donc souvent, je retrouve mes anciens frères, mes frères tout court, pour des enterrements, et ça arrive plusieurs fois dans l'année. Mais je l'ai vraiment... en tout cas, pour moi, c'est vraiment un plaisir de les retrouver, et je crois que ce plaisir-là, ce bonheur-là, il est partagé. Sinon... on voit bien comment on est accueilli. Et pour moi, ça, c'est une chose, c'est un cadeau permanent, parce que nous avons besoin de liens humains. On peut évidemment, j'ai d'autres liens différents, mais ce lien-là, pour moi, il est essentiel, il est vital. C'est une fois encore, un extraordinaire cadeau qui m'a été fait. Et je ne voudrais surtout pas le perdre. Une dernière question, arrivée presque à la fin du livre. Vous expliquez, vous répondez à la question de Théo Moy, peux-tu me décrire en quoi consiste ta fonction ? Ce sera ma dernière question. Dans votre livre, c'est une chance, vous dites ce que vous faites comme travail. Pouvez-vous nous décrire ce coup de cœur pour un travail vraiment particulier que vous avez ? Tout à fait, vraiment par hasard, il y a maintenant 25 ans, j'ai été déjà introduit à l'Agence spatiale française par des biais de rencontres. Ma vie est nourrie de rencontres. Elle ne serait rien sans des rencontres, des gens qui m'ont fait confiance. Et il fallait en gros lancer une idée pour continuer à travailler avec ces gens-là. Et j'ai lancé l'idée de nous intéresser à l'éthique spatiale. À l'époque, ça n'existait pas, ou quasiment pas en tout cas. Et l'intuition qui a été immédiatement la nôtre, c'est de dire, attention, l'éthique, c'est pas... d'abord porter un jugement sur des activités en donnant une autorisation ou une interdiction à telle ou telle activité. Ça peut l'être, mais ce n'est que le fruit d'un long processus. Et en amont, il faut qu'il y ait vraiment une réflexion sur le pourquoi de nos activités. C'est trois questions. Le pourquoi de nos activités, les moyens que nous utilisons pour remplir ces objectifs, et puis les conséquences de ces activités. Et simplement, c'est inviter, en l'occurrence la communauté spatiale, et d'abord ses collègues du CNES, à se poser ces questions-là. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de se poser tout le temps, et à tout moment, cette question-là, mais qu'ils aient au moins dans leur horizon quelqu'un qui leur sert d'alibi pour aller un peu fouiller ces questions-là, c'est peut-être une bonne chose. Et au bout de 25 ans, on se dit, oui, ça a sa place, parce que durant ces 25 ans, le milieu spatial a évolué, a sa propre histoire, et surtout, l'intérêt de nos sociétés pour le spatial s'est plutôt accru. Dans ma jeunesse, c'était les missions Apollo, tout ça, tout le monde parlait d'espace. Puis après, on est tombé dans une phase de banalisation des affaires spatiales. On tourne autour de la Terre. Puis maintenant, l'arrivée de nouveaux acteurs, depuis presque 20 ans quand même, mais, fait qu'il y a un nouveau chapitre qui s'écrit, mais un chapitre dans lequel les sociétés se sentent davantage interrogées.
et se tourne vers nous. Bon, le CNES est un organisme public, en disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il arrive, enfin aidez-nous. En tout cas, le CNES n'a pas les réponses, mais peut au moins aider nos sociétés à une réflexion publique, à des débats sur ces questions-là. Donc mon travail n'est que d'alimenter cette réflexion, d'où des publications, des interventions dans les médias, des conférences, qui sont, là aussi que des moments de bonheur, parce que c'est rencontrer des gens différents avec des raisons différentes de s'intéresser au spatial, des exigences différentes, et ça, depuis les questions d'exploration de Mars jusque les ovnis aujourd'hui sur le territoire français, tout est présent avec du réel, de l'imaginaire, enfin bon, voilà, c'est l'humain à haute dose, donc c'est magnifique. C'est une passion, une histoire d'amour qu'on retrouve dans En vérité. Conversation de Jacques Arnoult avec Théo Moy, un ancien prêtre se confie. Merci beaucoup Jacques Arnoult à travers ce livre théologique et spirituel. Merci beaucoup. Merci à vous.